Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 12 février 2023. Les élections du dimanche 8 janvier sont passées, mais laissent derrière elles des plaies à penser alors qu'on n'a pas encore fini de parler du mouvement populaire de libération plongé dans la crise depuis quelques semaines. D'autres voix s'élèvent et parlent du détournement des fonds de campagne dans le cadre de ces élections. Cette fois-ci, c'est le mouvement La Sentinelle républicaine dont certains responsables sont accusés de détournement. Parmi eux, Frédéric Béhanzin, coordonnateur du mouvement, est notre invité de la semaine. Il nous donnera quelques précisions sur ce sujet. Le grand format, mesdames et messieurs, vous le savez sans doute, c'est aussi le décryptage de l'actualité nationale. Ce dimanche, c'est Nazer Vikou qui assure l'exercice. Il est le directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. Ses analyses sont à suivre juste après la revue de presse hebdomadaire. Prince Agba est notre artiste de la semaine. C'est l'une des voix du groupe mythique Les Frères Guédiawaye. Ce groupe qui porte la culture béninoise à travers la promotion du vaudou. Dans le dernier acte de ce rendez-vous, nous allons revenir sur le parcours exceptionnel de ces héritiers du roi Sosa Guédiawaye. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer tous les dimanches. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité, au Bénin, rencontre entre les cadres du ministère de l'économie et des finances et les partenaires techniques et financiers. C'est un atelier technique tenu vendredi dernier à Cotonou pour dévoiler le contenu du cadastre national au PTF. On en parle dans un instant. On parlera également de la suite de la tournée de l'Association nationale des communes du Bénin, tournée en soutien aux victimes des inondations de l'année dernière. Les communes d'Adjoun, de Bonou, de Dangbo, des Agué, de Pobé et de Sempoji étaient à l'honneur. Images et reportages à suivre. À suivre également le point du démarrage de la nouvelle saison du championnat national de basketball ce samedi 11 février 2023 au centre communautaire EYA de Cotonou. La rencontre inaugurale a opposé Élan Coton et à Aspal, deux équipes finalistes de la dernière saison. C'est parti donc pour le grand format qu'on démarre avec le point de l'actualité. Sachez que les partenaires techniques et financiers s'imprègnent du contenu du cadastre national qui est une plateforme d'enregistrement et de gestion des données foncières. C'est à la faveur d'un atelier technique et d'information organisé par le ministère de l'économie et des finances. Le point de la rencontre avec Ali Momoni. Sur ces images projetées, l'une des descentes de terrain des acteurs de l'Agence nationale du domaine et du foncier dans le cadre de la mise en œuvre du cadastre national. Il s'agit du dispositif d'enregistrement et de gestion numérique des données foncières pour une gouvernance rationnelle du territoire. Et c'est pour leur présenter les résultats de la phase pilote que cette rencontre d'information se tient avec les partenaires techniques et financiers. Nous avons déjà enregistré au cours de ces 3 dernières années des informations sur 450 000 parcelles, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Parce que le cadastre ne concerne pas seulement le milieu urbain, c'est l'intégralité du territoire national. Nous avons déjà couvert 24 arrondissements dans 12 communes. Donc déjà, c'est de dire que dans ces 12 communes, l'intégralité n'est pas encore couverte. Et quand on a fini de faire ça, il faut passer aux autres communes pour atteindre les 77. Le présent atelier d'information est organisé en prélude à la table ronde sur le financement du cadastre national. Son objectif, c'est d'aboutir à l'adhésion des partenaires techniques et financiers afin qu'ils accompagnent le gouvernement à relever ce défi. L'objectif pourrait être atteint en 5 ans et même peut-être avant, lorsque on aura mobilisé déjà toutes les ressources. Et lorsque je parle de ressources, ce n'est pas seulement les ressources financières, mais également la mobilisation même de la population. Lorsque je m'en tiens à l'enthousiasme marqué par les populations des zones que nous avons pu sillonner, les zones qui sont couvertes, les zones dans lesquelles nous sommes en train de faire le travail aujourd'hui. Et lorsque je m'en tiens également à la jalousie exprimée par certains chefs d'arrondissement qui, dans les communes d'intervention, voient que leurs arrondissements n'avaient pas été choisis, les communes avoisinantes, les populations dans les zones avoisinantes aux zones d'intervention actuelles, je pense quand même que lorsque tout le monde comprendra quel est son intérêt
à enregistrer sa parcelle au cadastre, eh bien, ça ira très très vite. À l'heure actuelle, un plan national du cadastre est déjà élaboré et n'attend que le financement. Pendant ce temps, les candidats au concours de recrutement d'auditeurs de justice ont planché hier samedi 11 février. Les épreuves ont été officiellement lancées au Collège d'enseignement général Sainte-Rita, c'est ici à Cotonou, par la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adigatou Matis, qui avait à ses côtés son collègue de la justice. Les précisions sont avec Assiomo Kanyi Assiomo. Ils sont 981 candidats, femmes comme hommes, qui composent ici au Collège d'enseignement général de Sainte-Rita. Les épreuves ont été lancées par le ministre du Travail et de la Fonction publique, Adigatou Matis, et celui de la Justice, Séverin Quenom. La ministre Matis Adigatou se dit satisfaite de l'organisation du concours. Au total, nous avons eu plus de 1000 dossiers, mais après leur étude, nous avons retenu 981 candidats, dont 664 hommes et 317 femmes au total. Nous avons parcouru quelques salles parce que tous les candidats sont présents. Nous avons distribué les épreuves, donc la composition a démarré. Vous savez que désormais le gouvernement a l'expertise en matière d'organisation de concours. Bon, c'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais nous faisons en sorte que tout se passe sans anicroche. 919 non-professionnels et 62 professionnels y prennent part. L'objectif est double, voire triple. Il s'agit de résorber en partie le déficit en personnel et en même temps opérationnaliser l'ensemble des juridictions pour nous permettre de déployer la carte de l'organisation judiciaire. Et enfin, peut-être je vais ajouter un troisième objectif, parvenir à la spécialisation des magistrats dans la mesure où nous avons déjà 3 juridictions spécialisées. Il y a le tribunal de commerce, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, et la dernière cour que nous avons créée, qui est la Cour spéciale des affaires foncières. Donc nous allons recruter du personnel pour nous permettre d'animer l'ensemble de ces juridictions spécialisées, auxquelles s'ajoutent, bien entendu, les juridictions judiciaires qui existaient auparavant. Les candidats composent sur 2 jours. Des 981, les 100 meilleurs seront retenus pour suivre la formation afin de devenir magistrats. Je l'ai annoncé en titre, l'Association nationale des communes du Bénin a déployé un important lot de matériel pour porter assistance aux populations victimes des affres des inondations de l'année dernière. Des dons composés de vivres et de non-vivres ont été distribués dans les communes d'Adjoou, de Bonou, de Dangbo, des Agégués, de Semepoji et de Pobel. Les précisions sont avec Teddy Goudalou. Du riz, des kits scolaires, du savon et une importante quantité de moustiquaires imprégnés. Ce sont là quelques dons que l'Association nationale des communes du Bénin met à la disposition des familles victimes des affres d'inondations enregistrées en 2022 dans les communes d'Adjoou, de Bonou, de Dangbo, des Agégués, de Pobert et de Semepoji. C'est pour la première fois que la commune d'Adjoou vient de recevoir de pareils dons au niveau de l'ANCB. C'est un remerciement total parce que regardez ces petits enfants, il y a d'autres qui n'arrivent même pas à trouver un sac d'écolier pour aller à l'école. Je suis particulièrement ému par ces grandes marques de considération et d'attention qui ont été accordées à la commune des Agégués en général et en particulier aux actions sociales du conseil communal que je dirige. Un merci total, un merci du cœur pour cette œuvre si importante que vous déployez à notre égard en vue d'assouvir, d'amoindrir un tant soit peu les difficultés, les peines que ressentent nos populations. L'appui prend en compte les écoliers et élèves de ces différentes communes. Le geste de la NCB vient soulager les peines de ces apprenants qui n'avaient plus la possibilité d'étudier dans de bonnes conditions. Qu'ils nous souviennent que les incendies ont provoqué plusieurs dégâts avec de tristes souvenirs dans l'esprit des sinistrés. Face à ces tragédies, le conseil communal avait laissé des cris de détresse et des appels au secours.
l'ANCB a entendu nos cris. Nous n'avons jamais su que l'ANCB pouvait dépasser le cadre qui lui est reconnu pour être dans la dynamique de la solidarité. Aujourd'hui, nous avons vu combien les populations ont manifesté leur joie, sont vraiment contentes de ce don que la NCB leur a fait. Et elles nous demandent d'aller plus loin pour les fois à venir parce que pour les communes de la Basse-Vallée, l'inondation est une habitude. C'est un effort supplémentaire de la NCB à ceux de l'État central qui n'est pas resté inactif face à la situation. À chaque descente des émissaires de Luc Setondié à Trokpo, président de la NCB, les bénéficiaires ont pris l'engagement de faire bon usage des dons reçus. On va parler santé et bien-être à présent avec ce magazine de Ingrid Day. Elle nous conduit au cœur du marché des fruits à Dantokwa où elle s'est entretenue avec les vendeuses et quelques consommateurs rencontrés dans la ville de Cotonou. Il s'agit de vous faire connaître les valeurs nutritives des fruits et légumes dans la ration alimentaire. Sur la question, un spécialiste a apporté des éléments de réponse à ces questions posées. Pourquoi consommer des fruits et légumes? Parce qu'ils sont riches en fibres, en vitamines et minéraux ou parce que leurs effets sur la santé sont bénéfiques pour les êtres humains. Généralement, ces aliments, encore appelés micronutriments, contiennent de nombreuses richesses indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Très prisés par bon nombre de personnes à la quête d'une solide santé, ils sont répertoriés en deux grandes familles, à savoir les fruits secs oléagineux et les fruits en eau. Les fruits à eau, il y a la pastèque, il y a la papaye, et les fruits secs maintenant, oléagineux, il y a la date, il y a l'abricot, il y a aussi notre arachide, par exemple, des fruits secs. Et quand on rentre dans les légumes, nous avons les légumes à eau et les légumes secs. Donc les légumes à eau ici, nous avons le concombre, nous avons les feuilles de menthe, nous avons tous les légumes tels que gourmand, tiayo, glaceux, menthe. Je prends par exemple le cassoulet, le haricot blanc, le haricot rouge, le vanzon, tout ça c'est des légumes secs. Contrairement aux fruits, les légumes nécessitent une cuisson mais de courte durée afin de favoriser leur mastication. Mon fruit préféré, je crois, c'est la banane. Je prends aussi de l'orange, de l'ananas par moment, de la papaye. Il y a des fruits qui sont vraiment bons pour l'organisme. Par exemple, l'orange. Quand tu es un peu constipé, tu peux prendre l'orange pour être en bonne santé, pour pouvoir aller bien au sel. À en croire les spécialistes, les fruits et légumes facilitent le bon fonctionnement des organes tels que le cœur, le foie, les poumons, les reins, le pancréas et le système nerveux. Les chiffres ont montré que beaucoup sont dans l'hémorroïde, dans la constipation à tout moment, parce qu'ils sont dans des aliments à blé tendre, c'est-à-dire le pain, la pâte. C'est pourquoi l'OMS recommande 5 fruits, 5 légumes par jour. Donc les fruits sont très importants pour la santé et on doit même programmer ça dans notre menu. Et ça fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. Pour la plupart des consommateurs de fruits, la consommation de ces aliments se fait au décès, ce qui n'est pas conseillé selon les spécialistes. Les fruits, généralement, je les prends après les repas pour faciliter la digestion. Le matin, quand je me réveille, je prends au moins du banane. Le soir, avant le coucher, je prends d'orange pour pouvoir vite digérer ce que j'ai pris. Il faut prendre les fruits le matin. Donc, on est contraint de prendre des fruits avant de manger. Mais il y a beaucoup qui prennent des fruits après avoir fini de manger. Attention, il y a le test de glycémie à jeun et le test de glycémie post-pondérale. Donc, il faut savoir que si tu prends les fruits après, ta glycémie peut monter. Et tu auras peur de dire que tu as le diabète. Non. Donc, il faut éviter de prendre les fruits après avoir fini de manger. L'hémorroïde, la constipation chronique, l'insuffisance rénale et le cancer du côlon, ce sont les risques auxquels est exposé celui qui présente la carence en fruits et légumes. Cependant, un régime alimentaire réduit, rien qu'aux fruits, pourrait exposer l'être humain à plusieurs déconvenues. Ainsi,
L'excès en consommation des fruits et légumes pourrait aussi engendrer des conséquences sanitaires. Le risque à courir, c'est la diarrhée, parce que si la personne a trop de fibres, c'est-à-dire qu'il peut aller au besoin 4 fois à 5 fois par jour et ce n'est pas encore bon. Elle sera déshydratée. Donc il faut qu'il évite d'en consommer de trop. Même les végétariens, ils ont des problèmes. Les végétariens, ils ont des problèmes d'avitaminose. Donc tout est question d'équilibrer et seulement de manger en portion, en qualité, et le résultat est bon. Si ces aliments micronutritifs sont bénéfiques pour la santé, il est cependant déconseillé aux diabétiques d'éviter les fruits et légumes à index glycémique élevé comme la banane, les dattes, l'orange, la pastèque, le manioc, l'amarante appelée fortete en langue fon. Pour ceux qui souhaitent perdre du poids, ils peuvent en plus des activités sportives consommer le concombre, le citron, les ananas, les oranges et boire assez d'eau. En définitive, des portions de fruits et légumes dans nos assiettes sont bénéfiques pour la santé, mais réduire l'alimentation rien qu'aux fruits peut être aussi un danger pour la vie. Merci beaucoup à vous Ingrid Day pour ce magazine. Une note de sport pour boucler l'acte 1 du grand format. Sachez que depuis ce samedi 11 février, la nouvelle saison du championnat national de basketball a démarré. La rencontre inaugurale a opposé 2 équipes finalistes de la dernière saison. Il s'agit de Elan Coton qui était face à Aspal au centre communautaire et à Cotonou. Voici le reportage signé Ali Moumouni. C'est un choc épique entre les 2 finalistes de la saison dernière qui lancent cette année le championnat national de basketball. Elan Coton, champion en titre, affronte Aspal de Paraco pour ce match inaugural de la Yuzu League Pro. La compétition change de dénomination et de couleur. C'est le lieu ici de remercier les dirigeants de la Sobebra et avec cette marque Yuzu qui est une marque réellement qui nous va bien. Les couleurs, ces couleurs que nous portons et les couleurs que nous gérons avec cette marque sont nos couleurs, habituellement les couleurs du basketball. Et nous disons merci parce que des grands moyens ont été mis pour nous accompagner et nous permettre de présenter et davantage de la manière la meilleure possible, la plus professionnelle possible, disons notre championnat professionnel. Pour cette nouvelle saison, la Sobebra se positionne avec son produit Yuzu, une boisson gazeuse et rafraîchissante du groupe Castel BGI. Donc l'idée c'est de faire en sorte que la Ligue devienne, la Yuzu League Pro devienne le creuset où se rassemblent les jeunes pour pouvoir partager des moments de convivialité, de rafraîchissement, de bonheur avec la marque Yuzu. La Yuzu League Pro démarre déjà avec une forte affluence de jeunes passionnés qui ont effectué le déplacement. Et pour le spectacle, ils n'ont pas été déçus. Elan Coton confirme une fois encore sa bonne forme en s'imposant 75-46. Vous savez, le plus difficile n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est s'y maintenir qui est la chose la plus compliquée. Donc le travail que nous allons faire maintenant, c'est nous battre pour d'abord nous maintenir et de la plus meilleure et bien de la plus belle des façons possibles. C'est un match perdu, pas de défaite honorable. Nous allons essayer de corriger la copie parce qu'on n'est pas satisfait de la prestation de ce soir, malgré les conditions dans lesquelles on a joué. Timbo Chinedou d'Elan Coton termine MVP de la rencontre avec 28 points inscrits. Il reçoit un cadeau aux couleurs de la boisson Yuzu offert par le sponsor du championnat. Et c'est sur cette victoire de Elan Coton que prend fin la première partie du grand format. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Nous avons encore plusieurs rendez-vous qui attendent dans la deuxième partie. Nous allons recevoir d'abord Frédéric Béanzin, coordonnateur du mouvement La Sentinelle républicaine. C'est l'un des responsables du mouvement accusé de détournement des fonds de campagne des dernières élections législatives. De quoi s'agit-il concrètement? Il vient nous apporter des clarifications juste après la pub. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Bennett Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin
comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès, d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. C'est l'un des sujets qui inonde depuis quelques jours les réseaux sociaux et les colonnes de certaines parutions. Il s'agit d'un supposé détournement des fonds de campagne par les responsables du mouvement La Sentinelle républicaine, un mouvement mis en place pour soutenir le bloc républicain aux dernières élections législatives. L'un des accusés est sur ce plateau pour nous apporter des éléments de clarification. Monsieur Frédéric Bianzin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, combien avez-vous reçu dans le cadre de ces élections pour animer la campagne au profit du bloc républicain? Merci, monsieur le journaliste. Je tiens à remercier tous ceux qui nous regardent, le peuple béninois et au-delà donc du Bénin. Je tiens à vous remercier pour donner de votre temps pour nous écouter, avoir donc de la clarification de notre propre bouche. Chers amis, pour répondre donc à votre question, je dis et je répète, reste à vérifier par vous-même. Je crois que les accusateurs eux-mêmes, ils étaient allés donc en confrontation et ils ont découvert que la Sentinelle républicaine, dont je suis le coordonnateur, n'a reçu aucun franc pour la campagne législative. C'est dangereux que pour donc des miettes, on se met dans la peau parce qu'on est activiste ou web activiste ou bien je ne sais quoi, on se met à détruire l'image des autres sans se rendre compte que ce que vous posez comme acte aujourd'hui peut vous rattraper demain parce que nous sommes dans un état de droit. Je vous dis, je vous le répète, d'abord la Sentinelle républicaine n'a été impliquée dans la campagne des législatives dernières. D'abord, vous n'avez reçu aucun responsable en tant que sentinelle ici. Le seul qui a été très animé, d'abord ils étaient deux. Il y a donc Constantin Amosou qui, parmi nous, a été candidat dans la 6e circonscription. Et puis maintenant, Fred Kwenou qui a été porte-parole du parti. Il n'a pas été porte-parole de la Sentinelle et il n'a pas été donc porte-parole du parti pour les élections législatives en tant que sentinelle, pas du tout. Donc, je vous précise que la Sentinelle républicaine n'a pas été une structure impliquée dans la gestion des élections législatives dernières pour le bloc républicain, sinon au côté du bloc républicain. Et de deux, nous n'avions reçu aucun franc comme fonds de campagne pour les législatives dernières. Alors, comment vous avez fonctionné? On vous a vu sur le terrain mobiliser les militants au profit du bloc républicain. Sur la base de quels moyens vous avez mené toutes ces activités? Avant d'être sentinelle républicaine, de la Sentinelle républicaine, nous sommes tous des militants ou des leaders politiques.
Moi d'ailleurs, je suis donc natif d'Abomey et j'ai été responsable, le premier responsable donc de la sous-commission élection, donc pour la commune d'Abomey, mais pas en tant que sentinelle, c'est en tant que militant. Et Fred Prenou a été porte-parole du parti, du bloc républicain, pas en tant que sentinelle. Amoussou Constantin, candidat, et pour les législatives donc, dernières, donc c'est pour vous dire que nous n'avions mobilisé personne en tant que sentinelle. Maintenant, comment sentinelle est née? Quand sentinelle républicaine est née depuis octobre dernier. Et ça, c'est pour juste apporter donc un peu d'appui à la cellule de communication donc, du bloc républicain, parce que qu'ils vous souviennent que pendant la pré-campagne, il y a des informations qui pleuvent de partout. On a tendance à confondre les élections législatives aux élections présidentielles. Il y a l'opposition qui s'annonce. Donc, il fallait donc renforcer la communication du parti, d'abord je dis du pouvoir central, pour faire connaître aux Béninois davantage ce que le pouvoir Patrice Talon apporte au Bénin et en quoi il constitue aujourd'hui le merci donc du peuple béninois. Et puis maintenant, clarifier certaines situations. Si entre-temps le bloc républicain a bénéficié donc de certaines clarifications, tant mieux, par rapport donc à la non-confusion entre élections présidentielles et élections législatives. Donc nous avions eu à mettre en place la Santé République depuis octobre pour une période d'essai de 3 mois. Pendant ce temps, nous avons eu à travailler avec les télévisions, y compris même la vôtre. Nous avons travaillé avec donc des chaînes, des web activistes, de la presse écrite, et puis les web TV. Donc on a travaillé avec tout le monde. On a même fait une tournée nationale. Alors, dans notre programmation, nous avons eu à budgétiser nos activités. Et dans le cadre donc des web activistes, nous avons un programme de 3 mois, élaboré pour 3 mois. Et nous avons budgétisé à raison donc de 1,5 million par mois. Il s'est fait qu'en décembre, on coïncidait donc avec la campagne législative. Au lieu que ça aille dans tous les sens, les responsables chargés à la communication du bloc républicain ont souhaité l'harmonisation d'abord des activités, de nos activités, des activités des web activistes, parce qu'il y a différents groupes de web activistes qui travaillent, qui militaient aux côtés donc du bloc républicain. Il y a un groupe qui relevait directement donc du premier responsable à la communication du parti, l'honorable Yawedewou Janvier. Il y a donc un autre qui est en contrat avec le parti depuis longtemps et sont recrutés par Dame Zilan. Et puis maintenant, ceux qui travaillaient déjà avec nous et qui étaient en contrat. Alors, il a été organisé une réunion pour que, il y ait une harmonisation, pour qu'il n'y ait pas donc entre choc sur les réseaux. C'est au cours de cette réunion que des activistes ont eu à dire que les autres, ils sont à 200 000 francs comme contrat. Mais ils sont à 200 000 francs pour 2 mois d'activité aux côtés donc d'un des groupes. Même ceux qui relèvent donc du secrétaire national à la communication sont payés à 100 000 parce que eux, ils ont eu à signer un contrat de 2 mois. Alors, vous comprenez avec moi que ceux qui ont signé un contrat de 200 000 francs pour 2 mois d'activité et ceux qui ont signé un contrat de 1 mois pour 1 mois d'activité, il résulte en ce contrat que alors l'activité est revenue à 100 000 francs le mois. Et de quelle activité? Ce n'est pas eux qui élaborent tout. D'abord, nous avons des patrouilleurs qui font le tour des réseaux, qui relèvent donc les informations, qui recueillent les informations. Nous avons un autre groupe de rédacteurs qui essaient donc de rédiger par rapport aux informations, aux fausses informations peut-être qui sont distillées donc à travers les différents réseaux. Et maintenant, eux autres, ils ont la charge de les publier. Voilà le rôle que nous leur confions, la publication. Alors, pendant ce temps, ils étaient déjà en contrat avec nous. Ils avaient déjà accepté un contrat de 50 000 pour les 2 semaines avec nous. On était déjà en activité. Des gens qui travaillaient avec nous depuis octobre.
Donc, au cours de cette réunion, quand ils ont eu l'information, nous avons dit non, nous n'avons pas les moyens pour payer ces choses-là. Nous voulons travailler avec vous pendant 2 semaines. Et il s'est fait que dans les échanges, dans la tempête de cerveau, dans la salle, il dit, bon, écoutez, vous et Sentinelle républicaine, et il semble qu'une ligne sera donc retenue pour votre participation aux élections législatives, pour vos activités. On n'a jamais eu un franc. À l'heure où je vous parle, il n'a jamais eu un franc, si ce n'est pas peut-être dans le cadre du règlement de l'incident qui s'est produit. Alors, par rapport donc à cela, nous avons dit, dans nos budgets qui étaient déjà en cours, depuis octobre 2022, nous les avons avancé 100 000 francs par personne. Et c'était vrai que si même nous, parce que pour nous, c'est le travail, c'est le résultat. Ce n'est pas au fait ce que nous autres, peut-être, nous allons gagner dedans. C'est le résultat qui compte pour nous. Donc, si même nous avions eu à gagner de l'argent, on nous a donné, on a mis à notre disposition un budget pour la campagne législative, on allait même peut-être même leur donner des sous sans qu'il y ait tam-tam ni trompette autour du sujet. Alors, vous dites que la Sentinelle n'a reçu aucun fonds, donc pour la campagne. Et pourquoi est-ce que vous êtes accusé de détournement? Bon, mais c'est ça le paradoxal, c'est ça la gravité. Et je crois que ce que je dis, eux-mêmes là, ils ont eu à publier des communiqués, ils ont eu à publier d'autres articles, d'autres messages à travers les réseaux sociaux pour dire qu'il s'agit donc d'incompréhension, il s'agit de malentendus. Eux-mêmes, je vous dis, donc ils ont eu à sortir même des communiqués officiels qu'ils ont co-signés. Et moi, je dis, au cours d'une séance que nous avions eu avec le premier responsable du bloc républicain, le ministre d'État, avec un certain nombre de membres du bureau directeur du bloc républicain, ils ont eu tous à comprendre que d'abord, le bloc républicain n'a géré aucun fonds de campagne, même ses activistes avaient participé à la séance, et c'est là où ils commencent par se fondre en excuses. On nous a demandé peut-être de ne pas, quand tu es un homme politique, tu vas recevoir des coups. Après toi à en donner davantage, mais pas pour donc. On nous a déconseillé d'aller devant les tribunaux, on nous a dit de ne pas le faire. Et c'est suite à ça qu'ils ont publié des communiqués pour se dédire, pour parler donc d'incidents et autres. Mais le mal est fait et il faut savoir que nous sommes des pères de famille et nous venons donc des familles et que lorsque vous passez, vous êtes web activiste, vous avez la facilité donc de faire circuler des informations sur les réseaux et pour 800 000 francs, pour des responsables que nous sommes, si ce n'est pas donc une volonté de nuire. Mais je crois que à l'heure où nous parlons, chacun a tiré ce qu'il doit tirer, des leçons donc de ça, et à l'avenir, on saura quand même prendre suffisamment de dispositions pour que des choses du genre ne se reproduisent. D'accord. D'accord. Alors, votre mouvement, je le disais, a fortement contribué au score du bloc républicain qui a obtenu 28 députés. Ils sont installés ce matin comme les élus des autres partis. Alors, pour vous, quel doit être le défi ou les défis de cette 9e législature? Vous savez, il faut d'abord continuer à travailler aux côtés donc du pouvoir qui a de l'ambition pour notre pays. Il faut continuer à moderniser l'État béninois. Parce que vous veuillez ou non, l'État béninois aujourd'hui est respecté dans le monde entier. Il faut continuer à travailler dans ce sens. Il faut continuer, par exemple, vous prenez la SOEMAP par exemple. C'est une société qui, aujourd'hui, est dans un élan de réforme totale et c'est suite à un audit commandité et dirigé, conduit par les parlementaires béninois. Il faut continuer donc dans ce dessin-là. Il faut d'abord, je tiens à remercier le peuple béninois qui a envoyé au Parlement aujourd'hui donc des valeurs sûres. Quand vous voyez aujourd'hui les 109 députés, vous êtes conscient quand même que, d'ailleurs, les premières réactions de ce matin prouvent déjà que, en tout cas, de bonnes heures sont annoncées et très bientôt le peuple béninois sera suffisamment content donc des valeurs qu'il a eu à envoyer au Parlement. Je veux bien que cette législature accompagne le chef de l'État dans ses ambitions, voter des lois dont le peuple a besoin pour non seulement son épanouissement,
continuer à travailler pour amortir davantage la crise mondiale qui est en train de sévir depuis donc des années. Et vous voyez, malgré tout ce que l'on dit de la législature qui vient d'achever, donc des députés qui viennent d'achever donc leur législature, vous avez constaté quand même que le Bénin est resté très équilibré, bien posté et positionné, classé de par le monde entier, de par donc la solidité de son économie. Et au fur et à mesure que nous évoluons, vous allez constater aussi donc les quelques reproches que l'on faisait au pouvoir par rapport donc à la liberté d'expression. Vous constatez que tout cela se remet en place. Parce que je vais vous dire, plus vous évoluez, vous devenez le prisonnier de votre propre créature. Et c'est en cela que nous avons besoin de certains réglages. La démocratie américaine ne peut répondre en aucun cas à ce que nous allons vivre au Bénin. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Comme la France, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Je dis qu'il faut démocratiser le Bénin selon les réalités ou les réalités du peuple béninois, selon les besoins du peuple béninois. Il ne faut pas réformer pour réformer, il faut réformer selon nos besoins. Donc cette législature, j'attends d'elle un rôle donc d'accompagnement, d'enracinement, de modernisation de notre pays, de prendre des dispositions pour consolider et solidifier donc les efforts qui sont fournis du côté économique et que au fur et à mesure que nous évoluons, les besoins vont varier d'une période à une autre. Donc, il faut que cette législature accompagne et reste éveillée. D'accord. Les tractations sont en cours pour élire le bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, pendant ce temps, vous avez des préférences particulières? Est-ce que vous avez un profil? Ou bien vous aurez souhaité que le Père Choua revienne au bloc républicain? Bon, je suis du bloc républicain, mais je vais être donc très direct et je vais être positif. Je vais être positif. Dire que le Père Choua revienne au bloc républicain, je dis à l'analyse même de nos tests, je dis ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord, nos tests sont clairs là-dessus. Le président du Parlement doit venir de la première force politique représentée au Parlement. Du coup, ça doit revenir donc à l'Union progressiste, le renouveau. Et maintenant, que l'on veuille ou non, le président sortant, quand même, a eu à gérer, à diriger. Il n'y a pas une opposition qui sera plus forte que ce que nous avions lu entre l'UP et le BR. Soyons observateurs politiques et constatons que on ne dirait pas que ces deux partis qui sont ensemble dans le gouvernement pour accompagner un chef d'État. La rivalité entre l'UP et le BR sinon reste une rivalité réelle. Sinon, aujourd'hui, nous sommes en train même de travailler, de prier afin que les 3 ans qui restent par rapport donc à ce quinquennat, que ces 3 ans, il y a plus donc de compréhension, plus de complémentarité, plus d'entente entre ces deux forces pour nous permettre de maintenir le cap en 2026. Donc, moi, je veux que naturellement le Père Choua revienne à l'UP. Et si moi j'ai de préférence, je souhaite vivement que le président Vlavonou reste dans la continuité. D'accord. Les élections sont terminées. Quel est l'avenir de la Sentinelle? La Sentinelle républicaine est dans une dynamique centrale. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nés. Qui est Bloc républicain? Le Bloc républicain est un parti politique qui n'existe que par donc les actions du chef de l'État. Donc, depuis un certain moment, au lendemain donc des élections législatives, nous avons engagé donc des tractations avec des valeurs sûres de toute la mouvance, c'est-à-dire UP, BR, même MOEL et autres. Nous sommes en train donc de prendre des contacts pour renforcer le bloc républicain, histoire donc de donner la réplique nécessaire dans la justice et dans la vérité pour conserver donc non seulement ce que le chef de l'État a engagé, mais sécuriser ses réalisations. Parce que d'abord, l'opposition aujourd'hui est dans une position plus confortable. Elle va chercher donc à peindre en noir ce que le pouvoir est en train de réaliser. Et à nous maintenant de mieux éclairer donc le peuple béninois, parce que n'oubliez pas
que nous avons un peuple qui est majoritairement analphabète et que les gens vont continuer par utiliser leur position pour donc torpiller, pour peindre en noir tout ce que le pouvoir est en train de réaliser. Alors, nous avons souhaité que la santé républicaine sorte donc du cadre du bloc républicain, de son appartenance ou de son rapprochement trop étroit donc, du bloc républicain et s'ouvre à la majorité, au pouvoir central, afin que tout ce que le pouvoir réalise par rapport au PAG, par rapport à l'avenir, à la projection, sur le plan social, sur le plan juvénile, sur le plan emploi, que nous nous mettions donc ensemble pour évoluer dans la même direction positive, servir la vérité, rien que la vérité au peuple béninois pour l'éclairer davantage, histoire d'aborder 2026 en sécurité et en sérénité. D'accord. On va finir, Frédéric Benzin, avec votre mot de fin, surtout sur cette polémique donc, des détournements de fonds. Bon, moi, je veux bien que les gens cessent donc de chercher à tuer les valeurs. Nous avons cette culture qui, en vérité, est une mauvaise culture. Et d'abord, quand il n'y a pas, vous n'appartenez pas à un dispositif électoral d'un parti, lorsque vous n'avez reçu aucun budget, à aucun moment, et pour quelque activité que ce soit, pour une campagne, et on vous parle donc de détournement de fonds de campagne, vous comprenez avec nous que même là, c'est un dossier qui se vide et à la première audience au tribunal. Maintenant, en quoi le malheur des uns fera notre bonheur à nous? Mais c'est nous qui admettons aujourd'hui et avons écouté donc l'appel de nos responsables à ne pas conduire nos vis-à-vis devant les tribunaux. Oui, ils ont eu à publier donc des communiqués pour parler donc d'une erreur. Ils ont reconnu dans leur communiqué que c'était des incompréhensions, qu'il ne s'agit aucunement donc de fonds de campagne, mais le mal est fait. Le mal est fait et moi je les invite à éviter donc de pareils comportements à l'avenir parce que oui, avec nous ils le font et nous avons été donc et nous restons donc des enfants disciplinés pour ne pas continuer, mais ailleurs ils peuvent ne pas rencontrer des hommes de même acabit que nous qui vont donc peut-être les traîner très très loin. D'accord. Merci à vous, M. Frédéric Benzin, coordonnateur de la Sentinelle républicaine. Merci pour ces clarifications et très bonne journée à vous. Merci à vous, merci à toute la rédaction et merci aux promoteurs de votre chaîne. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Merci. Mesdames et messieurs, avant de recevoir Nazer Vico pour le décryptage de l'actualité nationale, on va tenter de comprendre les causes des accidents de la route avec les réflexes que doivent développer les passagers lorsqu'ils surviennent. Justin Huessou Sono est président de l'Union des garagistes professionnels du Bénin. Il vient nous donner quelques astuces juste après cette coup de pause. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Benin Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Et nous, voici de retour sur le plateau du grand format. Si vous venez de vous asseoir devant votre poste téléviseur, sachez que vous êtes à votre rendez-vous de tous les dimanches, le grand format sur Canal 3 à Bénin. Nous sommes dans la deuxième partie de ce rendez-vous avec la page invitée. Monsieur Justin Huessou Sono, bonjour. Bonjour, monsieur Idriss. Vous êtes le président de l'Union des garagistes professionnels du Bénin, par ailleurs élu consulaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est encore très loin d'oublier la tragédie de Dassa Zoumé. En tant que spécialiste garagiste, quand vous avez eu l'information, quelle a été votre réaction? Monsieur Idriss, avant tout propos, permettez-moi de présenter au nom de l'ensemble des garagistes béninois les condoléances de l'Union des garagistes professionnels du Bénin aux différentes familles touchées par ce drame. Je voudrais rappeler aux Béninois que cet incident a touché l'ensemble des garagistes et moi particulièrement, ça m'a confirmé ce que l'éminent professeur Joly Jérémy nous a dit par rapport aux incidents liés au système Common Rail des véhicules diesel. C'est un incident comme ça qui arrive parce que vous savez, depuis 1852 que l'ingénieur Baudé Rochas a inventé le cycle à 4 temps, l'évolution de la technologie a innové et depuis les années 1994, l'ingénieur Miller Atkinson a quand même perfectionné le cycle à 4 temps. Et aujourd'hui, nous avons des véhicules de nouvelle génération avec les incidents. Ce n'est pas seulement au Bénin qu'on a ces situations. Qu'ils vous souviennent, en 2010, Madame Marie Barras, la PDG de General Motors, a été interpellée par le Parlement américain pour les défauts de fabrication. Donc, c'est des incidents, c'est des incidents technologiques qu'on rencontre. Dans l'évolution du débat, je vais donner plus de précisions. D'accord. Sur les causes de l'accident, les avis sont diversifiés, des professionnels aux profanes. Chacun dit ce qu'il pense. Quelle est votre position sur la question en tant que spécialiste, donc on va dire professionnel, non garagiste? Vous savez, comme vous venez de le dire, le débat mécanique n'est pas synonyme de la liturgie ni de la littérature. Ce n'est non plus de bavardage inutile. C'est un débat technique. Ici, c'est un débat technique. Et en technique, c'est le respect strict des normes des constructeurs. De quoi il s'agit ici? Il s'agit d'un système Common Rail. Je ne suis pas témoin des faits pour quand même confirmer avec exactitude ce qui s'est passé. Mais pour la notion que moi j'ai en matière de maintenance des véhicules Common Rail, je peux dire la main sur le cœur qu'un système Common Rail peut brûler comme un moteur à essence. D'abord, un moteur diesel, le gasoil, c'est un dérivé des produits pétroliers. C'est dans les dérivés des produits pétroliers qu'on a eu quand même l'essence, le gasoil, les gaz, tout ça. Et si vous convenez avec moi, au Bénin ici, les gens récupèrent les huiles de vidange qui transforment en gasoil et qu'ils utilisent pour certains moteurs, ça veut dire que la probabilité même pour que le gasoil se transforme en gaz est très forte. Et je voudrais dire, les principes de fonctionnement des véhicules équipés de systèmes Common Rail. Le système Common Rail, communément appelé les moteurs diesel à rampe commune, il faut d'abord une pression constante de 200 bars. Il faut une pression constante de 200 bars que le capteur rampe doit informer à l'unité centrale de gestion du moteur qui est le calculateur. Et c'est sur cette base-là que le calculateur va ordonner les injecteurs de piloter, de débiter de gasoil. Est-ce que vous voyez? Mais une fois que le moteur est démarré, mais le gasoil là est transformé,
est ramené à une pression qui varie de 200 bars à 2000 bars. Donc le gasoil qui est porté jusqu'à 2000 bars se transforme en gaz. Donc c'est ça qui fait que dans des formations, on nous a appris beaucoup de choses. Pour un système équipé de common rail, il y a beaucoup de précautions à prendre, même dans la maintenance de ces véhicules-là. Et qu'est-ce que je veux dire? Contrairement aux autres moteurs diesel, où c'est l'air comprimé qui est au deuxième temps comprimé à 700 degrés Celsius, mais ici, quand l'injecteur d'un common rail est bloqué, ouvert par un grain de sable, la probabilité même pour que le moteur s'explose est très forte. Est-ce que vous voyez, ça c'est le premier facteur des précautions qu'on doit prendre pour un moteur common rail. Quels sont les types d'accidents que nous avons généralement sur les moteurs common rail? C'est ça ce que nous avions vu dernièrement à Dassa. Parce que vous voyez, sur un moteur, on a dit que le moteur a pris feu du devant. Mais c'est possible. Sur les moteurs diesel, les bus, le réservoir est habituellement installé entre 7 et 8 mètres du moteur. Ça veut dire c'est en quelque sorte au beau milieu du bus. Maintenant, pour que le gasoil soit quand même envoyé vers la pompe la pompe haute pression, il y a une pompe de gavage qui est dans le réservoir et qui est alimentée par le circuit électrique. S'il arrivait que cette pompe-là a un court-circuit à l'intérieur sous la pression de 2000 bars dans le circuit, vous voyez que la probabilité même que le réservoir prenne feu à travers cette pompe haute pression qui est dans le réservoir est très forte. Donc, quand ça prend feu au niveau de ce réservoir-là, tout le système qui est déjà sous pression peut prendre feu, et c'est comme ça qu'on voit des véhicules équipés de common rail prendre feu. Mais il faut vous dire que cet incident n'est pas le premier qu'on a constaté au Bénin ici. Courant novembre 2022, ce même incident s'est produit sur le tronçon à Zové, à Bomé, où un cas a brûlé. C'est parce qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine qu'on n'a pas appris. C'est parce qu'actuellement, à Dassa, il y a eu beaucoup de compatriotes qui ont perdu leur vie. C'est pour cela que nous parlons de ça. Quand on parle de l'excès de vitesse pour les bus qui font le long trajet, quelle est la moyenne qu'il faut? Bon, moi je ne suis pas spécialiste comment vous dites, de la sécurité routière. C'est eux qui sont habilités quand même à connaître les vitesses à respecter en agglomération. Mais pour ce que je sais, c'est que les gens ignorent un peu l'application des textes et lois. Si les dispositions de l'article 33 de la Constitution béninoise imposent le respect de la Constitution, l'ordre constitutionnel et les textes et lois de la République à tous les citoyens, ceux qui doivent contribuer quand même au respect de ces lois-là croisent un peu les bras. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avions entendu dans ce pays, dont je tais les noms, il y a une compagnie de transport qui faisait des essais, qui étaient reconnus, spécialisés dans l'essai de vitesse. Le pays où ces bus-là venaient avait même pris une décision où il est formellement interdit même au transport interurbain, aux ces bus-là, de circuler de 23h à 5h du matin. C'est dans la sous-région. Ici, nous avions vu que ces cas-là causaient d'accidents. Mais il y a des structures habilitées au Bénin qui devaient quand même jouer leur partition. Parce que le pouvoir régalien de l'État est attribué au Centre national de sécurité routière. Le Centre national de sécurité routière, qui a ce pouvoir régalien de l'État en matière même de sensibilisation, de prévention des accidents de circulation. Si ce centre-là jouait pleinement son rôle, je pense qu'il ne devait pas y avoir ces cas d'accident. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous voyez la police républicaine fait beaucoup dans ce pays. La police républicaine qui doit veiller au maintien de l'ordre public. La police républicaine qui doit veiller à la sécurisation du territoire. On a constaté en un temps soit peu que le Centre national de sécurité routière, qui depuis à travers l'ordonnance présidentielle du 4 mars 1964, instituant
instituant la mise en circulation des véhicules sur les véhicules, sur la mise en circulation des véhicules en République du Bénin, a institué en 1965 la création même du Centre national de sécurité routière. Le premier partenaire du CNSR, c'est les garagistes. Parce que ce sont les garagistes qui doivent quand même... Et comment vous collaborez avec le... Mais est-ce que le CNSR connaît l'Union des garages professionnels du Bénin? Quand vous allez sur la plateforme de sécuritaire, est-ce que les garagistes professionnels sont là? Non, c'est des ONG, des machins. Mais il faudrait quand même savoir définir ses partenaires. Le CNSR jouait un grand rôle, un grand rôle préventif même dans la prévention des cas d'accident. Pas dans un passé quand nous étions apprentis, il y a des chauffeurs qui craignaient, même qu'on soufflait dans les ballons, l'alcool test et tout ça là. Et quand ils constataient que bon, à tout moment, ils pouvaient être surpris par le contrôle routier du Centre national de sécurité routière, ils évitaient les excès de vitesse. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est la police qui a les radars et c'est la police concrète. Non, dans ces conditions, moi, je me pose une certaine question. Quand vous voyez les responsables de la direction des impôts qui sollicitent par moment la police pour les recouvrements, ça veut dire la police vient en appui. La police ne peut pas aller collecter les impôts. Mais on voit aujourd'hui que le pouvoir régalien de l'État en matière de prévention de sécurité routière, ce pouvoir est presque très troqué à la police, alors que la police a ses prérogatives, la police a ses obligations. Alors, en cas de survenance donc, des accidents, quelles précautions le voyageur doit-il prendre? Bon, cette situation doit quand même attirer l'attention des uns et des autres. Je pense que dans ces bus, il est prévu des marteaux où en cas d'incendie, on peut briser quand même des pare-brises pour s'échapper. Je pense qu'il doit y avoir une sensibilisation en ce sens. Et le ministère des Transports, avec les autorités du CNSR, doivent quand même inviter les transporteurs dans un cruiser pour quand même les prodiger des sages conseils, les dispositifs préventifs. Quand vous voyez les hôtesses de l'air, on recrute des hôtesses de l'air et au décollage, ce sont ces hôtesses-là qui quand même sensibilisent les voyageurs par rapport aux précautions qu'ils doivent prendre en cas de crash. Donc moi je souhaiterais que ces compagnies recrutent des gens qui à chaque départ doivent quand même conseiller les voyageurs sur un certain nombre de précautions en cas de désagrément. Mais laisser les gens périr dans ces conditions, je pense que la responsabilité est partagée. Alors après le drame, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour renforcer désormais la sécurité routière au Bénin. Que pensez-vous de ces mesures? Mais le gouvernement fait beaucoup. Moi, je peux que féliciter le gouvernement. Je fais que féliciter le gouvernement sur votre plateau ici, parce que pour ce qui me concerne, dans le domaine du renforcement des capacités des garagistes, le gouvernement à travers le projet H forme les garagistes, ce que je suis venu en train de dire sur votre plateau. Si ce n'est pas grâce à ces formations, nous qui avions été formés à l'âge de la pierre, tailler, démonter, démonter, on n'avait pas des notions basiques sur l'évolution de la technologie. C'est grâce à ces formations-là que le gouvernement initie au garage municipal de Lokossa que nous avons quand même cette chance-là d'avoir une clairvoyance. Et je voudrais profiter de votre plateau également pour féliciter les autorités de CFAO Motors et de la CMA 85, qu'ils vous souviennent, il y a de cela un an, l'année passée, en avril, il y a quand même le gouvernement français qui, à travers le projet Jeunesse 7, avait formé près de 90 garagistes gros porteurs au garage municipal de Lokossa sur le mode de fonctionnement du système Common Rail. Donc le gouvernement fait beaucoup de choses en matière de renforcement des capacités des garagistes professionnels. Et au niveau donc, de votre union, que faites-vous également pour la sécurité routière? Parce que vous avez également une part de responsabilité à la matière. Nous faisons beaucoup, et quand il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Mais moi, je me réjouis de ce qui se fait, parce que, qu'ils vous souviennent, le 13 septembre 2019, à l'hôtel Le Mono, à Parakou, nous avions validé notre code de déontologie.
Et dans ce code de déontologie, il y a plusieurs dispositions qui ont été adoptées à l'unanimité des garagistes présents à cette assemblée générale. Et normalement, dans ces dispositions, nous avions pris beaucoup de mesures de prévention de ces cas d'accident. À travers l'incident qui s'est passé, nous sommes concertés et dans les jours à venir, nous allons encore prendre des dispositions parce que quand vous voyez les avocats, quand un avocat sort, il ne va pas créer quand même un cabinet. Il doit quand même travailler dans un autre cabinet et prendre quand même la main, avoir une certaine maîtrise. On a constaté que bon, après le CQM est un diplôme préliminaire, mais il faudrait que après le CQM, les gens aillent se perfectionner par rapport à la gestion d'un garage. Donc nous allons prendre des dispositions du genre. Et si je me réfère à ces propos juridiques-là, qui stipulent que sans qualité, il n'y a pas droit, on constate que dans nos rangs, il y a des gens qui n'ont aucune qualification en la matière, mais qui créent des garages. L'UGPB, sur la base de cet incident qui s'est passé, va maintenant passer à la vitesse supérieure et prendre ses responsabilités pour quand même savoir qui est qui et qui fait quoi dans nos agglomérations. Merci à vous, monsieur Justin Huessou Sono, président de l'Union des garagistes professionnels du Bénin. Vous êtes également élu consulaire. Merci pour ces explications et très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas notre dernier rendez-vous avec notre artiste de la semaine. Ce dimanche, c'est l'une des voix du groupe Les Frères Guédéongué qui sera avec nous sur ce plateau. Mais avant, nous allons observer une pause d'environ 6 minutes, le temps pour vous de suivre la revue de presse hebdomadaire de Ashiongo Kani Ashiongo. Et juste après, nous ferons le tour d'horizon de l'actualité nationale avec Nazer Vikou. Il est le directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. Voici la revue hebdo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de la revue de presse. Du Conseil des ministres du mercredi, l'économiste du Bénin renseigne que la société béninoise de production d'électricité a reçu la mission de principal acheteur d'énergie électrique au Bénin. Ceci en vertu de la loi portant code de l'électricité en République du Bénin qui autorise l'État à désigner comme acheteur principal d'énergie électrique un opérateur dont la mission sera d'assurer l'achat et la vente centralisée d'énergie électrique en vue de la distribution sur le réseau national dédié. Le matinal estime que le Bénin enclenche un nouveau virage dans sa politique énergétique conformément à la courbe amorcée en 2016. En effet, en vue d'optimiser les acquis de la dynamique en cours dans le secteur avec la présence de plusieurs acteurs, il s'est avéré convenable de confier la gestion du mix énergétique du pays à la SBPE, notamment pour une meilleure offre de production, une meilleure gestion de l'intensité carbone de l'électricité et pour garantir des tarifs assez attrayants aux distributeurs. Fraternité renchérit pour écrire que le gouvernement est dans la dynamique d'optimiser les acquis en cours dans le secteur de l'énergie électrique. Avec la présence de plusieurs acteurs, il a jugé convenable à cet effet de confier la gestion du mix énergétique du pays à la Société béninoise de production d'électricité. Ainsi, il espère une meilleure offre de production, une meilleure gestion de l'empreinte carbone de l'électricité. C'est aussi une façon de garantir des tarifs assez attrayants aux distributeurs. La SBPE assure la fourniture et la vente en gros de l'électricité aux concessionnaires de réseaux de distribution d'électricité aux grands clients en haute tension de la catégorie B installés au Bénin et a aussi l'obligation de garantir à tous ses clients une quantité d'énergie électrique suffisante et de qualité. Autre actualité de la semaine à laquelle s'intéresse l'autre quotidien porte sur les probables sujets de confrontation entre mouvance et opposition. Le journal souligne que le premier combat que mènera probablement le Parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale sera
de l'avis de beaucoup, de négocier par l'entremise d'une loi d'amnistie générale au profit de ses partisans et d'autres opposants condamnés ou non en exil. Il devra donc négocier avec la mouvance qui est très largement majoritaire sous cette législature. Le souci majeur des démocrates, c'est donc la libération des opposants, un autre sujet délicat qui guette, semble-t-il, porte sur une probable révision constitutionnelle. Après celle de 2019, certaines indiscrétions parlent de la refondation de la République qui va créer une nouvelle République qui conduira à l'instauration d'un mandat présidentiel unique de 7 ans avec la remise du compteur à zéro. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'autre vision informe de l'acquisition de matériel et en croit le journal, le Bénin vient d'acquérir 2 avions hélicoptères. C'est pour permettre de faire efficacement face aux menaces terroristes. Il s'agit, selon les médias, des hélicoptères H-125M de la firme Airbus Hélicoptères achetés au profit des forces de défense et de sécurité dans la lutte antiterroriste. La réception a été faite par l'armée de l'air. Le vendredi 3 février, rapporte la même source. En réalité, cette acquisition constitue un appui additionnel pour les hélicoptères qui sont déjà déployés sur le théâtre Nord. Et avec le matinal, on lit que Jean-Louis Denis, alias Denis le Soumis, un présumé recruteur de terroristes, est indésirable au Bénin après sa présentation au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Âgé de 49 ans et de nationalité belge, il a été expulsé du Bénin le vendredi 3 février 2023 pour avoir été déjà condamné et avoir purgé sa peine en Belgique dans un dossier de recrutement de terroristes. Mario Metonou a ordonné son expulsion dès le vendredi 3 février dans la soirée en raison de ses antécédents. Il s'agit de sa condamnation par la justice belge pour l'envoi de jeunes musulmans dans les rangs de combattants djihadistes en Syrie. Après audition, le mis en cause a confié à la Criette être venu au Bénin dans le but de mettre en place un projet d'envergure. Dans les colonnes de l'événement précis, on lit que dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières face aux effets néfastes des changements climatiques, le Bénin s'est engagé dans un partenariat constructif avec le PNUD et la Belgique. Le projet interviendra dans les communes les plus exposées aux effets néfastes des changements climatiques au Bénin. 4 communes sont concernées, à savoir Djougou, Kopargo, Ouaké, département de la Donga, et Malanville, département de la Libori. Fraternité complète en écrivant que le projet a également pour objectif de contribuer à atténuer l'impact des activités agricoles sur le climat en favorisant le reboisement et l'agroforesterie, les techniques agroécologiques, la gestion des déchets agricoles et l'utilisation d'énergie renouvelable. Dans l'ensemble, le projet vise à augmenter les capacités, les compétences et les moyens de subsistance des communautés qui, à leur tour, diversifieront et stabiliseront les économies locales, créant ainsi de nouvelles possibilités de croissance durable dans des conditions climatiques. Dans la suite, le matinal révèle que placé en garde à vue au commissariat de Dassa depuis l'accident de Dassa-Zoumain entre un bus de la compagnie de transport Baobab Express et un camion, le directeur général de la compagnie de transport Baobab Express a été déposé à la prison civile de Savalou. Certains de ses collaborateurs ont également été déposés. De sources concordantes, il séjourne à la prison civile de Savalou depuis le mardi 7 février 2023. Fraternité ajoute que le directeur général de la compagnie de transport en commun Baobab et certains de ses collaborateurs seront jugés le 27 février prochain. Ainsi en a décidé le procureur du tribunal de première instance d'Abomey suite à leur audition du mardi 7 février 2023 après leur garde à vue datant du 31 janvier. Ils sont accusés d'homicide involontaire, de blessures involontaires, faux et usage de faux certificats. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire.
Merci à vous, Assion Kanye Assiongon, pour cette revue de presse hebdomadaire qui fait le résumé de l'actualité vue par les confrères de la presse écrite. Rendez-vous dimanche prochain. En plateau pour le décryptage de l'actualité nationale, il est déjà installé. Nazer Vikou, bonjour. Bonjour Idriss Boukari et salut à tous les téléspectateurs de Canal 3. Alors vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Pays Émergent. Non, le directeur de publication. Directeur de publication donc du quotidien Le Pays Émergent. Merci d'être avec nous. Les députés de la 9e mandature ont effectué leur entrée parlementaire ce matin. Ils ont été officiellement installés dans leur nouvelle fonction. Alors quelle lecture faites-vous de la cérémonie d'installation qui n'est pas encore complètement terminée? D'entrée, je vais présenter toutes mes félicitations à ces 109 députés, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance. Je les félicite parce que ça n'a pas été facile. Ce n'est pas n'importe qui est devenu député. Qui obtient le suffrage. Absolument, oui, ce n'est pas chose. Maintenant, le plus dur maintenant, c'est de pouvoir exercer cette fonction et pouvoir combler les attentes de la population. Parce que tous ces 109 députés sont attendus au tournant. J'ai suivi le discours du doyen d'âge qui, à l'installation, invitait les députés à faire preuve d'objectivité. J'ai suivi le discours un peu dur du nouveau président du groupe parlementaire démocrate, qui a été très dur. Il a rappelé certaines choses, qui a rappelé un peu leur mission. Je crois que c'est un nouveau départ parce que c'est depuis 2016, c'est la première fois qu'on retrouve un parlement avec les députés de l'opposition. Et cette fois-ci, on aura droit à des débats. On n'aura plus droit à des débats à sens unique, que c'est la mouvance seule qui est présente, non. Il aura désormais une autre voix, une voix discordante. Alors tous les députés ne vont pas siéger. Il y en a qui ont démissionné, notamment le ministre Rabio Tchane Adambi, sans oublier Joseph Djogbenou. Alors est-ce que c'était prévisible pour Djogbenou? Oui, pour ces ministres démissionnaires, ce n'est pas la surprise. Ça veut dire déjà, ça nous annonce déjà que le prochain gouvernement, il n'aura pas grand-chose à changer. Ces ministres qui essaient de démissionner, ça veut dire qu'ils vont retourner à leurs anciennes fonctions de ministres au sein du gouvernement. Et maintenant, par rapport à Djogbenou, c'est ça qui décourage un peu parce que le président de la Cour constitutionnelle qui a démissionné, après président parachuté à la tête du parti UP, positionné sur la liste UP dans la 16e circonscription électorale Cotonou, qui n'est pas facile. Il a été élu et du coup, quelques jours après démission, ça pose beaucoup de problèmes. Ce n'est pas bon pour son casting, ce n'est pas bon pour son image parce que la population n'aime pas, parce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, il veut quoi, quel est le plan. Et en 2006, il peut avoir aussi des ambitions. La population va lui demander à chaque fois, toi tu démissionnes de n'importe où on te met, alors que moi j'aurais préféré qu'il aille à l'Assemblée, même si entre-temps on l'avait annoncé à la tête du Parlement, même s'il n'est pas élu président de l'Assemblée, il peut occuper d'autres postes au sein du Parlement. Je crois que cette démission-là, en tout cas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce n'est pas une bonne image. Alors, la présence donc de l'opposition, notamment les démocrates, qu'est-ce que ça peut changer concrètement? Ça peut changer beaucoup de choses. Parce que l'opposition est déjà présente. Désormais, on va assister à certaines dénonciations, comme ce fut le cas sous Adrien Mbedji, quand il avait la minorité parlementaire, les anciens députés comme les Kimi Tokpe, les Djanontin, les Noureni. Donc, c'est le même schéma. Le tout ne suffit pas d'être opposant, aller au Parlement pour aller crier. Non, il y aura des débats, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura des débats d'objectivité. Et je crois que, quoi qu'on dira, que ce soit la mouvance, ils seront obligés de composer avec ces opposants. Et ce qui me réjouit, l'opposition va se retrouver au sein du bureau. La loi a prévu, quoi qu'en arrive, ils auront une place au sein du bureau.
C'est déjà important et c'est salutaire. D'accord. D'un autre côté, on note la présence de 28 femmes qui vont siéger également à l'Assemblée nationale. C'est l'un donc des fruits de la réforme du système partisan. Alors, peuvent-elles apporter quelque chose dans le débat parlementaire? Le système partisan, une fois encore, il faut l'apprécier et ça a apporté beaucoup de choses parce que la plupart de nos femmes chez nous ne sont pas représentées dans les institutions de la République, dans le gouvernement. Il y a combien de femmes? Je me réjouis aujourd'hui que le système partisan ait pu apporter quelque chose et qu'on retrouve 28 femmes. Maintenant, il revient à ces 28 femmes de jouer le rôle qui sera le leur. Ce n'est pas aller à l'Assemblée, avoir les attributs, avoir les avantages, et aller là comme des bénis oui ou bien des dons de face. Non. Il faut qu'elles participent réellement au débat, qu'elles participent vraiment au fonctionnement de l'Assemblée. On veut les voir proposer des lois. Comme on le dit, le député est là pour proposer des lois. Ce n'est pas aller là-bas, lever la main. Et puis c'est fini, non. Il faut faire des propositions et aller recueillir les difficultés de la population. La population vit quoi dans son milieu, dans tel milieu, et venir à l'Assemblée faire des propositions pour que si une fois ces lois sont votées, le gouvernement arrive à prendre certaines en considération. Donc il ne suffira pas pour ces femmes parce que je suis élu, femme, je vais mettre les boubous, les foulards, maquillage, et puis ça est. Non, on ne veut pas voir ces femmes, ne pas parler des femmes, des garnitures, non, on veut des femmes combattantes. Comme Rosine Soglo, qui a véritablement marqué son passage au Parlement. Alors, le bureau d'âge va céder place donc, dans quelques heures donc, au bureau de l'Assemblée nationale. Les tractations se poursuivent donc, et plusieurs noms sont cités. Chacun communique donc, à sa façon. Quel est pour vous le profil qui vous convainc jusque-là? Il n'a pas de profil, je ne dirais pas qu'il a un profil qui puisse me convaincre. Seulement que nous nous retrouvons en face d'un processus où les deux semblent déjà pipés parce que la mouvance est majoritaire. Donc le président sera issu de cette mouvance, que ce soit de l'UP ou du BR. Et le dernier mot revient au chef. Ces députés, 153 ou bien 128 BR, 50 s'ajouter aux députés 53 UP, c'est le chef de l'État qui a le dernier mot. Moi, il a plusieurs noms futés, et Vlavonou qui pourrait remplir, Tokbanou, Agbenonchi, en tout cas, je ne peux pas dire tout de go que pour l'instant c'est Vlavonou. Moi, j'aurais souhaité que Vlavonou, ayant déjà abattu un travail, parce que le personnel l'a reconnu, pour la continuité des réformes, que le chef de l'État le maintienne. Bon, si. Et le juge que peut-être qu'il ne l'a pas convaincu, c'est lui que on a vu Nango faire 2 mandats, on a vu Moubedi faire 2 mandats, on a vu les présidents du Parlement de cette édition qui ont fait 2 mandats. Le mieux, c'est de lui donner une dernière chance pour voir. Et je crois que ça sera à l'honneur de la mouvance. On va parler maintenant sport avec vous, Nazer Vikou. Vous qui étiez de l'autre côté de l'Algérie pour suivre le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023, quelles étaient les différentes équipes en compétition? Oui, on a vécu une très belle fête du côté de l'Algérie. Moi, j'y étais, c'est mon organe qui m'a envoyé. J'étais à Constantine, puis après j'ai rallié à Alger pour la suite de la compétition. On a vu, c'était 18 équipes au départ, mais le Maroc, à cause des conflits diplomatiques au Polisario entre l'Algérie, le Maroc a fait forfait, a désisté. Les 17 équipes qui étaient à la compétition, vraiment, il faut dire que 16 équipes avaient le niveau. Mais elles ne pourront pas être toutes en finale. À l'arrivée, on a vu le Sénégal et l'Algérie. Les meilleures équipes étaient dans le carré d'as, le Niger, et Madagascar, qui a été la révélation du tournoi, qui a occupé la 3e place, et l'Algérie et le Sénégal. Pendant 90 minutes, les 2 équipes ne sont pas arrivées à se départager. Il a fallu recourir aux épreuves mortelles des tirs au but, et c'est le Sénégal qui s'en tire à bon compte. C'était une très belle fête. Il faut dire simplement que l'Algérie a réussi le pari. L'organisation était vraiment parfaite. Et le président de la Confédération africaine de foot, Dr Patrice Motsepe, lui, il s'en est réjoui. Il a félicité tout le temps, lors de cette sortie, l'Algérie pour cette organisation. Et l'Algérie, pour
remettre ça, abrite encore le tournoi, le championnat d'Afrique des moins de 17 ans à partir de mars. Et l'Algérie est candidate, c'est potentiel candidat face au Maroc, qui est son rival, du même que le Bénin, candidature commune avec le Nigeria et la Zambie. La CAF va dépêcher des missions d'inspection pour visiter les infrastructures dont nous disposons. Les infrastructures hôtelières, les infrastructures sportives, et les routes, tout ça là concourt. Ce n'est pas parce que vous demandez qu'on vous donne d'office, il faut un certain critère. Un autre titre continental pour le Sénégal, une fois encore. Alors, quelles sont les armes dont dispose cette équipe pour être aussi performante? Mon cher Idrissou, en football, ce n'est pas le hasard, ni l'amateurisme, ni l'improvisation. Le Sénégal s'est réveillé, a compris qu'il faut commencer à travailler. Du coup, au niveau du football, ils ont les meilleurs centres de formation aujourd'hui. Les centres d'Amba, les centres DDY, il y a beaucoup de centres qui émergent et la plupart c'est le travail à la base. Ce que le Bénin n'a pas encore compris. Il faut que, après une certaine génération, si le sommet est déjà fini, qu'on commence à faire le travail à la base. Je crois que c'est à cette condition qu'on peut arriver. Le Sénégal ne se pas levé au hasard. Et pas le passé, c'est le Ghana qu'on voyait. Le Ghana en son temps rayait sur le plan. Et le Nigeria. Mais le Sénégal, maintenant qui a compris et qui fait un travail dans un sens, qui est en train de prendre la relève. Il faut qu'on copie ces pays-là pour faire de même. Et je crois que nos autorités sont en train de prendre conscience, sont en train de voir un peu. J'ai vu certaines informations selon lesquelles actuellement on est en train de miser sur nos juniors qui se préparent pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce sera l'avenir de notre football. S'ils arrivent à atteindre des demi-finales d'office, sont qualifiés pour le mondial. Et je crois que ces jeux-là, si bien on les entretient, ils seront la relève au sein de l'équipe nationale, parce que ceux qu'on a aujourd'hui au sein de notre équipe nationale, ce sont des joueurs qui sont finis. Et la qualification, actuellement, par rapport à notre position, il faut commencer à mettre des 6-6-6. Il faut qu'on gagne aller-retour le Rwanda. Il faut qu'on gagne, on mette en difficulté le Sénégal. Alors, le Bénin est une fois encore absent donc à ce rendez-vous en Algérie. En tant que journaliste sportif, quand vous suivez ce championnat sans votre pays, qu'est-ce qu'on ressent? Moi, j'étais gêné quand chaque fois je me dis, parce que les gens te voient, chaque fois on me dit, je suis sénégalais, je dis, je suis béninois. Il me dit, le Bénin, vous n'êtes pas arrivé, pourquoi? Ça me fait de la peine. Je n'arrive pas à comprendre. Il faut que ceux qui ont à charge la gestion de notre football pensent autrement. Il faut qu'ils changent de politique. Il faut qu'on commence à travailler. Et ces joueurs qui participent au CHAN, le championnat, cette compétition est réservée pour les joueurs locaux. C'est-à-dire qu'ils vont dans les championnats locaux. Donc il faut qu'on arrive à avoir un championnat digne de ce nom. Les résultats, l'Algérie qui s'est retrouvée en finale, ce sont les joueurs issus de son championnat. Le Sénégal, la même chose. Des joueurs qui sont dans des centres de formation, qui sont en équipe nationale locale. Le Madagascar, même chose. Le Niger a compris. Le Niger, c'est devant nous, le Niger est arrivé à éliminer le Togo. Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas faire? On recrute des joueurs pour des clubs, des joueurs qui sont déjà vieux, et qu'on arrive à payer, des joueurs qui ont déjà 30 ans, ou bien 31 ans, qui ont déjà des femmes, et qui ne peuvent pas produire. Ce n'est pas ça. Il faut recruter des jeunes qui ont encore... qui peuvent encore donner beaucoup de choses. Et sur 2-3 ans, vous allez les voir, c'est eux qui vont émerger. C'est le travail qu'on doit faire. Et c'est en ce sens qu'il revient aux dirigeants du club qu'on arrive à les conscientiser, qu'on recrute. Parce que je ne peux pas payer salaire à tel, je ne peux pas aller recruter, ou bien je ne peux pas faire de bons recrutements. Le problème se pose là. Donc il faut que ça change, qu'on arrive à copier. Il faut savoir copier. Si tu ne veux pas copier quelqu'un, il faut le limiter. Et je crois que comme ça, ça va commencer. Depuis la création de la compétition, le Bénin n'est jamais présent. Ça fait 7e édition aujourd'hui, le Bénin n'a jamais participé à cette compétition. Vous voyez qu'il a un problème. Il y a un problème. Alors, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Donc, les éliminatoires vont reprendre. Donc, dans quelques semaines, on va dire. Comment est-ce que vous, qui êtes peut-être proche de la fédération ou des écureuils, comment est-ce que le Bénin se prépare? Bon, pour l'instant, c'est le statu quo. L'entraîneur est parti, qui a parachevé un travail entamé par l'ancien Omar Tchomongo. Et on était à la CAN en Égypte en 2019. On a raté l'édition du Cameroun. Et actuellement, nous sommes dans une position qui n'est pas confortable. Pour espérer être en Côte d'Ivoire,
Il faut gagner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut allier déjà, il faut commencer à allier des 6-6-6. C'est-à-dire il faut gagner, il faut espérer gagner l'aller-retour. Le Rwanda en mars 2027. En juin, il faut espérer mettre le Sénégal en difficulté avant d'aller défier le Mozambique qui est en deuxième position. Je crois que je ne serai pas un oiseau de mauvais augure. J'aurais préféré qu'on abandonne Côte d'Ivoire 2024 et commencer à préparer 2025. Qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer à préparer une jeune génération au sein de cette équipe nationale. L'entraîneur qui est là, qui assume l'intérim, Moussa Latouji, pour essayer de recruter quelqu'un, un principal, un titulaire, un blanc. Parce que si vous connaissez l'environnement béninois, un béninois ne pourrait pas, ou bien un blanc, un africain ne pourrait pas faire le travail parce que nos joueurs, la plupart, c'est des indisciplinés. Mais si oui, c'est des indisciplinés. Mais s'il y a un blanc qui est là, qui impose sa rigueur, je crois que ça ne peut pas se passer. Est-ce que quand il a un blanc qui est là, est-ce qu'il y a un joueur qui vient, et ton entraîneur vient pour t'accompagner, tu dis à ton entraîneur que toi tu as déjà appelé ton chauffeur, voilà, te chercher. Est-ce que ça peut se passer devant un blanc? Donc voilà des choses qui se passent. Donc je crois que... Est-ce qu'on a encore de chances de nous retrouver de l'autre côté de la Côte d'Ivoire? Non, il faut... nos chances sont minces. Il faut être très objectif. Nos chances actuellement, là où nous parlons, sont minces. Parce que le Sénégal a déjà pris l'ascendant. Ensuite vient le Mozambique. Et la dernière journée de cette élimination, nous devons aller au Mozambique. Donc je crois que c'est pourquoi je disais qu'il faut laisser Côte d'Ivoire 2024. Et je crois que nos autorités sont en train de penser de ce côté-là pour recruter un entraîneur. Et il avait une très bonne piste du Trussier qui était annoncée, mais à la dernière minute, après les discussions, il a dit que j'ai de très bonnes offres au Vietnam. Il est parti. Et je crois qu'ils sont en train de travailler dur pour recruter un nouvel entraîneur. Et d'ici là, ça sera acté, on aura un nouvel entraîneur. Ce que j'ai pu entendre de la bouche d'une autorité, l'essentiel pour que cet entraîneur qui va venir puisse faire un travail dans la durée pour la préparation, pour que le Bénin soit vraiment présent à la CAN de 2025. Nazer Vico, directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent, merci pour ces analyses et bon retour. Merci beaucoup Idriss. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, je vous l'avais annoncé et vous êtes sans doute impatients de le découvrir. Prince Agba, l'un des membres du groupe Frère Guedengue, est notre artiste de la semaine. On va l'installer avec ce morceau. « 27 janvier 2001. Il est 13h15. De façon soudaine, les chaînes nationales et internationales arrêtent leurs émissions. Une triste nouvelle se fit annoncer. Le Vaudou-Nongan s'en est allé. Le père de l'indépendance du culte vaudou, le très vénérable Sosa Guedengue, venait de s'éteindre. Le grand arbre s'est abattu. Le colosse s'est effondré. Une atmosphère de peur, de tristesse et de psychose planait au-dessus du pays. C'était le moi, la constellation et l'émotion. C'était le silence des cimetières, des pleurs, des lamentations, des cris de détresse, et des mélodies rituelles larmoyantes se firent entendre, des paroles et d'autres, des grands couvents et des grandes forêts sacrées. Dans un ciel serein, abandonné par les étoiles, le soleil perdit son éclat et la nuit tomba en plein jour.
grand diplodocus culturel venait aux fêtes de rejoindre le cercle très fermé des ancêtres, sinon des dieux. Agbo Logozo, Koklo Afanbo Akbube, Logozo Humolono Atou, Gedewe Hundote, Legedo Komolono Atou, autant qui nous est permis de savoir le parcours initiatique de papa qui ne porte l'empreinte d'aucun grand maître terrestre est demeuré jusqu'à nos jours enveloppé d'un voile de mystère, gardien des rites sacrés des ancêtres, gagne nos cœurs. C'est l'un des groupes d'artistes les plus respectés au Bénin, véritable ambassadeur de la culture béninoise. On va dire tout simplement qu'ils font la fierté de ce pays à travers la promotion du vaudou qui constitue l'une des richesses du Bénin. Une des voix du groupe Les Frères Guédongué est avec nous sur le plateau du grand format de ce dimanche. Prince Agba, bonjour. Bonjour. Alors, bonne arrivée. Merci. Comment vous vous portez Nous nous portons très bien. Et comment se porte chacun des membres de ce groupe? Chacun des membres du groupe se porte à merveille. D'accord, c'est un véritable plaisir de vous avoir sur le plateau du grand format. On va d'abord remonter sur les origines de votre groupe et les débuts de votre aventure. C'est vrai que tout a commencé quand vous étiez encore enfant. Mais en termes de repères, on va se situer dans les années 90-96. Oui, puisque c'est très difficile de situer, surtout dans le temps, les débuts de l'aventure des Frères Guédongué. Puisque au-delà d'une carrière, c'est une mission qui s'est imposée à nous, une mission dans laquelle on s'est retrouvé sans vraiment le vouloir. Et je me rappelle encore, je le dis toujours, quand on était au C1, notre maître, on a eu cette chance ou bien ce hasard-là d'avoir un maître. Nous tous, les membres des Frères Guédongué, Sossou Hippolyte, qui nous interdisait de réciter la poésie comme épreuve orale, puisqu'il ne se retrouvait pas. Mais quand on faisait la chanson, vraiment, il se retrouvait. Et quand on dit, lors de l'épreuve poésie, il dit, si tu fais ça, je te fais moins 2. Donc ça s'est imposé à nous, on avait entre 8 et 9 ans. Et le repère qu'on peut véritablement avoir, c'est à partir des années 96 où le désir de nous constituer vraiment en un groupe pour faire sortir un album a vu le jour. On va dire que c'est le destin. Oui, voilà, c'est le destin. Mais finalement, le premier album est sorti en 2006, en avril 2006, sous la production. C'était à Zangban. D'accord. Alors, chacun de vous, on va dire, est né avec son talent. Par quel mécanisme arrivez-vous à assurer cette complémentarité pour produire ce que nous voyons? Oui, c'est une complicité née depuis le berceau, puisque, je l'ai toujours dit, notre maison était une grande forêt, jusqu'aujourd'hui, vous pouvez le constater encore, et où nous, on était invités à faire des animations pour les adeptes qui étaient en initiation, tous les matins, tous les après-midi et tous les soirs avant de dormir. Donc, nous, les membres du groupe Les Frères Guédongué, je vous rappelle que nous sommes du même papa. Nous sommes nés pratiquement il y a quelques mois ou bien quelques 2 années de différence entre nous. Donc nous avons grandi ensemble, nous nous connaissons, nous avons été nos propres amis. Donc il y a une certaine complicité entre nous. Donc quand il y a quelqu'un qui fait une création, qui a une inspiration, il la présente à tout le monde. Chacun essaie d'apporter sa contribution. Et c'est comme ça que nous avons évolué en tout, au-delà même de notre carrière de musique, en toutes choses. C'est comme ça. C'est naturel. Alors votre feu père, le roi Sosa Guédongué, quel regard portait-il sur vos talents, vos œuvres? Est-ce qu'il vous orientait? Oui. Là, je peux dire en fin d'année 96, il a été mis au courant de ce que parmi ses enfants, il y a une jeune génération qui prenait la direction des bonnes choses en matière de la musique. Et il a invité notre grand frère, Ngueto, à camper à son âme.
Et il lui a dit, lui aussi c'est un chanteur, c'est un grand chanteur, il dit, il faut les suivre. Il nous a suivis, il a suivi une séance, il lui a rendu compte. Et là, il s'est mis disponible. Il nous a dit, voilà, je vous accompagne. Mais je souhaiterais, je mets tous les moyens à votre disposition, mais je souhaiterais que vous continuez les études. Et malheureusement, c'est 5 ans après sa mort qu'on a fait sortir le premier album. Sinon, il savait qu'il y avait quelque chose du genre. Alors, vous êtes, on va dire, ambassadeur de la culture béninoise, et c'est avec fierté que des citoyens suivent vos différentes œuvres. Alors, vous, comment définissez-vous le vaudou? Vous savez, souvent, nous avons été tellement abrutis, entre griffes, je m'excuse, lobotomisés, extravertis, au point où, quand j'entends des Béninois dire du moins que Mao vieux c'est comme, oui, c'est comme si l'autre n'est pas enfant de Dieu. Il est enfant de fétiche. Oui, alors que Dieu, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, on ne peut pas être appelé à consommer le même repas quand on est africain, bon, c'est-à-dire un Béninois, autant qu'un Français, c'est-à-dire quand on a faim, le Français vient, il mange la pâte avec nenouille, crin-crin. Et moi, le Béninois, si je prends ça, l'Américain aussi prend ça. C'est de la même façon, on ne peut pas s'habiller de la même façon. C'est de la même façon, on ne peut même pas connaître Dieu de la même façon. Donc, le vaudou, en quelque sorte, c'est ce que les gens appellent Dieu de l'autre côté. Et je vous dis que les Africains ont cette connaissance de ce Dieu unique. Hein? Ce n'est même, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la excusez-moi. Donc les Africains avaient déjà cette connaissance du Dieu unique, mais qui se manifeste dans chaque région selon les réalités de cette région. Vous voyez, c'est ça. Donc, Dieu, c'est vous qui êtes là, vous êtes constitué de la terre. Si vous mourrez, le corps retourne à la terre. Et l'air que vous avez, qui vous permet de vivre, l'air là, c'est le vent. Et puis, en dehors de ça, la chaleur. Si vous, à un moment donné, le degré de chaleur dans votre corps diminue, c'est-à-dire vous cessez de vivre. Et puis l'eau, la quantité d'eau, du moins dans votre organisme, ça veut dire que finalement que l'homme est constitué de l'eau, de la terre, du feu et de l'air, les 4 éléments divinatoires. Donc l'homme est à l'image de Dieu. Et Dieu ne peut pas être un Dieu raciste qui aime une localité qui préfère une localité à d'autres. Et encore que jusqu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire quoi? Nous avons été les premiers nés de Dieu. Et Dieu a caché certains secrets qu'il a préféré révéler à d'autres nations après. Non, ce Dieu ségrégationniste n'existe pas. C'est des images que des gens ont créées pour nous lobotomiser, pour nous distraire et pour pouvoir nous dominer. D'accord. Alors, vous le disiez déjà, votre groupe a lancé son premier album baptisé Azangba, le premier album. C'était en avril 2006, un oui. Album constitué de 10 titres. Est-ce que c'est l'album, c'est le chef-d'œuvre qui vous a révélé au public? Voilà, oui, c'est le chef-d'œuvre. Puisque je crois en ce temps, nous étions en herbe, mais le hasard a fait qu'on a fait la connaissance à travers l'œuvre d'un monsieur qui avait de très bonnes ambitions pour le showbiz, la musique béninoise, la harpe, et qui avait fait sortir le premier album, Azangba. Et on nous avait découvert à travers le premier titre, Terrible Combat. Vous voyez. Et donc c'est ce titre qui nous a propulsé très loin. Après, il y a Semanekbe qui est venu se mettre dans la balance. Et après, dans la suite logique des choses, on a fait sortir Villon avec Vivouronze Meotado qui nous a lancé. Villon également, Villon, de 10 titres également. De 10 titres également, qui nous a permis d'aller à la phase finale des Kora de 2010 au Burkina Faso.
Et l'aventure a continué. Avec Villon, on a fait une tournée en avec France. Le titre phare, c'était Danger. Danger public. Voilà. Danger public. Danger public parlait de quoi? Danger public parlait d'un enfant, d'un couple qui avait des problèmes de conception, mais qui avait forcé au point d'avoir un enfant qui finalement, au lieu de répondre aux aspirations de ses parents, s'est mué en un danger public. Au fait, c'était pour dire qu'on ne force pas, puisque nous sommes dans une dimension matérielle, tout ce qui se matérialise dans cette dimension se réalise d'abord dans une autre dimension invisible. Si certaines situations nous amènent à nous épargner ou bien à nous priver de certaines choses que nous voulons, il faut qu'on essaie de comprendre, d'aller à la hauteur et de comprendre que c'est parce qu'il y a un fort message qui sous-tend notre situation. Donc ce couple a forcé, mais l'enfant qui est né de sacrifices non recommandés, c'est mieux en un danger public. Avant donc de parler des autres albums, il y en a 4 au total pour le moment, on va marquer une pause pour suivre l'un des morceaux les plus célèbres du groupe. Voici Feu de brousse. Feu de brousse, scié, le frère Guédéongué, l'une des voix du groupe, est avec nous sur le plateau du grand format. Alors, quelle est l'histoire de cette chanson culte? En fait, il faut comprendre que nous inspirons non seulement des légendes du phare, des légendes des couvents, et puis de tout ce qui se passe dessous des relations entre les hommes, tout ce qui permet d'entretenir ces relations et tout ce qui aussi permet de les compromettre. Donc nous parlons de tout et de rien. Et Feu de brousse, nous avons parlé d'une histoire de trahison entre fils et père. Un fils que son papa a initié, mais qui, face à la force du bien matériel, a cédé et a livré son papa. Mais son papa a eu le temps de lui montrer qu'entre-temps, il y a des choses qu'un papa, même pauvre, peut avoir qu'un fils, même qu'un fils très riche. Et le morceau vous a révélé au-delà de... Oui, c'est le morceau qui nous a permis d'avoir le Kora, le trophée du meilleur groupe traditionnel africain au Kora de 2012, décembre 2012 à Abidjan. D'accord. Alors, et en août 2011, nous avons vu les frères Guédéongué qui sont revenus sur la scène avec un autre album, cette fois-ci avec la participation de King Messan et la légende Sagboa Danialo. Alors, quelle était la particularité donc, de cet album? Oui, la particularité, c'est ce que vous venez de souligner, oui. Puisque au troisième album, on s'est dit il faut ouvrir très bien l'horizon à... Mais
à des légendes, à des grandes figures de la musique africaine. Et du coup, nous avons proposé le projet au doyen, à notre papa, qui nous a accueillis et qui est allé d'ailleurs plus loin. Et si tout va bien, je crois que nous allons matérialiser tout ce que nous sommes en train de concocter ensemble. Nous l'avons proposé aussi à King Messa qui a tout de suite saisi notre main tendue et il a décidé de nous aider. Donc il s'est déplacé du Togo, on a travaillé, en même temps on a tourné le clip, le doyen aussi. Donc vous savez, en Afrique on dit que quand un enfant sait se laver les mains, il peut manger à la table des grands. Et même il y a une chanson traditionnelle de chez nous qui dit donc, nous, on sait se laver les mains, on sait comment, en fait, tout ça là, ça s'enseigne dans les grands courants, comment se mettre à terre pour les grands, et ça nous a coûté ça. Et comme je vous le disais, il y a d'autres projets encore plus grands que ça. Mais sur l'album là, on a voulu donner une marque particulière à travers ces deux featuring là. Et après, donc cet album, il a fallu attendre 7 ans. 7 ans pour le 4e album. Oui. Il a fallu attendre près de 7 ans. Un peu moins de 7 ans. Et les fans étaient impatients, certains craignaient même la disparition du groupe. Alors pourquoi ce silence, pourquoi ça a pris du temps pour revenir? Bon là, il faut que, avant d'en parler, je rende hommage à un grand monsieur de la musique béninoise, on l'appelle André Kenom. En réalité, c'est notre arrangeur. Et qu'on a perdu, que le pays a perdu en 2013. Vous voyez, ça a été très difficile pour nous de retrouver encore d'autres arrangeurs. On a été obligé d'associer nos instrumentistes, de travailler, puisque c'est quelqu'un qui se reconnaissait dans notre musique, qui connaissait bien dans notre musique et qui pouvait en même temps, après avoir nous écouter en a cappella, tout définir, tout structuré, définir les mouvements de la guitare base, il définissait tout. Et on se retrouvait, on avait une certaine facilité à travailler avec lui. Malheureusement, il a été emporté à 48 ans en 2013. Donc ça a joué sur nous. Donc on a mis du temps avant de nous retrouver. Alors, vos morceaux, on va dire, sont philosophiques et du point de vue enseignement. Alors, comment arrivez-vous à assurer l'harmonie entre les paroles et la chanson? Oui, vous savez, la parole, les tambours. Oui, les tambours. Vous savez, comme je le disais, on a commencé même à moins de 8 ans. Ah oui, vous étiez on était déjà les percussionnistes, les principaux percussionnistes de différents groupes, c'est-à-dire différents groupes bon, par exemple, quand je prends l'exemple du culte Zangbeto, nous on s'était déjà imposé comme les principaux percussionnistes. Maintenant, dans les couvents aussi. Donc, nous savons déjà comment réussir à faire l'harmonie entre les paroles, les mélodies et les instruments. Mais au-delà de ce que nous savons faire, il faut dire qu'il y a des génies qui sont responsables du talent, de la mélodie, de la musique, qui nous assistent. Et si nous nous contentons de dire que c'est nous que nous sommes forts, ça va friser de l'égoïsme. Donc, au-delà de ce que nous savons faire, il y a en arrière-plan les génies. Alors, le rythme traditionnel a évolué avec le temps. Vous avez ajouté de nouvelles couleurs pour intéresser le public international avec un accent sur le rythme. Blekete Gambala. Oui. Alors, quel changement ça a apporté à votre travail? Au fait, bon, surtout, on l'a fait sur le premier album avec Terry Combat. Vous savez, dans un monde en pleine mondialisation, globalisation,
c'est difficile d'adopter une posture autarcique et vouloir intéresser l'autre, vouloir se faire connaître sur le plan international. Donc il faut intégrer certains instruments dans lesquels l'autre pourra se retrouver maintenant pour donner aussi un aspect, une dimension un peu plus internationale à la musique. C'est ce qu'on essaie de faire. D'accord. Vous avez un nouveau produit en ce moment, on va dire, qui n'est pas complètement achevé. On va suivre un extrait et on revient sur ce plateau. Voilà donc pour ce morceau en exclusivité sur le grand format. Alors dites-nous, le tournage est en cours, tout n'est pas encore bouclé. Quels sont les projets que vous avez? Oui, actuellement on est en plein tournage. Nous envisageons de sortir un album vidéo pour maintenir le public et pour dire au public qu'on est toujours là. Je crois d'ici les vacances, parce que ça peut venir avant. Je ne voudrais pas situer très bien. Maintenant, soit c'est pendant les périodes de Pâques, parce que c'est la fête identitaire de Sahel, ou carrément pendant les vacances. Mais nous avons déjà bouclé les 90% des tournages. Et nous allons bientôt lancer l'album là, la vidéo que vous venez de voir, et puis d'autres vidéos qu'on est en train de tourner. Voilà les projets immédiats que nous avons. D'accord. Alors il y a une situation dont vous êtes victime, il faut qu'on en parle, oui. C'est l'ANAC sur Internet au nom de votre groupe. Oui. De quoi il s'agit? Bon, il s'agit des individus, de vils individus aux esprits très bas et qui se prennent, qui créent des groupes, en tout cas des pages sur Facebook, et même des groupes sur WhatsApp au nom des frères Guédengue. Donc il y a une célèbre page intitulée Les frères Guédengue officiels qui a plus de 300 000 abonnés. Wow. Je voudrais dire à nos fans et au monde entier que nous ne sommes ni de près ni de loin associés à cette page. C'est une œuvre des arnaqueurs qui font beaucoup de victimes. Et ils font des partages de recettes tout au long de la... C'est-à-dire à chaque fois, tous les jours. Donc nous n'avons pas vocation de faire des publications de recettes en tant qu'artistes. Bien que nous soyons ancrés dans les réalités culturelles de chez nous, nous n'avons pas vocation de faire ça. Nous, notre vocation c'est de chanter, c'est de valoriser, c'est de permettre de sauvegarder notre patrimoine culturel immatériel à travers nos productions, à travers la répétition, à travers tout ce que nous faisons. Mais notre vocation première n'est pas de faire des publications. Et ces groupes, surtout les frères Guédengue officiels, et tout groupe de WhatsApp qui n'est pas lié au numéro 95 81 18 31. C'est bien vrai, nous avons un groupe de fan club. Si vous contactez ce numéro, le 95 81 18 31, nous pourrons vous donner le numéro de notre fan club. Mais en dehors de ça, nous ne sommes associés à rien. Voilà. Merci. Voilà qui est donc clair. On va se quitter en attendant de nous retrouver sans doute très très bientôt. Nous l'espérons vivement. Alors on va finir avec ce que vous avez à proposer à vos fans qui nous suivent en ce moment.
me gbe me yonalo me nu ma wa mando fie gbe to mo no vore eranglo pono vitona gosi akpare hwe gbe to mo no vore eranglo pono vitona gosi akpare hwe gbe to mo no vo gbe taro gbe me boro adama gbomi bodo fia me gbe me yonalo me nu ma wa mando fie. Prince Agba, l'une des voix du groupe musical Les Frères Guédonguer, en direct sur le plateau du Grand Format. Ce groupe engagé depuis plusieurs années dans la promotion de la culture béninoise. Bien de choses aux autres frères du groupe. Merci. Et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À nous de vous dire merci pour tout ce que vous faites pour les frères Guédonguer. Depuis notre début, Canal 3 nous a soutenus jusqu'à maintenant. Et nous vous félicitons et vous encourageons également. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure Grand Format de ce dimanche 12 février 2023. Merci à vous qui nous suivez depuis Ouida. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Papa no